Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, acteur, scénariste, auteur et humoriste, connu sous le nom de José dans la série de M6, Scène de ménage qui cartonne depuis 2009. Frédéric Bourali est aussi au cinéma, bien sûr, sur les planches depuis ses débuts et aujourd'hui donc au théâtre Rive Gauche dans Ave César aux côtés de Christelle Reboul que vous connaissez aussi, vue dans Nos chers voisins. L'occasion alors bien sûr de découvrir notre invité sous toutes les coutures en direct live sur nos plateformes streaming radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Frédéric Bourali. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. On a commencé à parler tous les deux il y a quelques secondes et j'ai la sensation qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire. Vous me confiez que la radio, c'était un truc que vous adoriez. Ah mais j'adore cet instrument, j'adore l'intimité de la voix. Parce que je sais bien que on peut pas tricher avec la voix. Et la voix, quels que soient les mots qu'on dit, révèle beaucoup de la personne. C'est et vrai. Ça me plaît beaucoup. C'est Alors moi, vrai. il y a un truc par contre à la radio, depuis que c'est peut-être un truc de vieux con, mais j'aimais beaucoup la radio quand elle était pas filmée. J'aimais l'anonymat non pas pour l'anonymat. Et j'ai la difficulté à accepter la caméra. Je sais bien, c'est pour les podcasts, je sais, c'est formidable, ça marche très bien, pas de problème. Mais j'ai beaucoup de difficultés à accepter ça. Alors, parce je que peux tout à ça fait casse pour comprendre. moi La magie. cet instrument que j'aime tellement, la magie de cet La instrument. magie, l'imaginaire, c'est ce que nous disait Alex Jaffré juste il y a quelques jours et on était totalement d'accord sur cette question-là, le fait que la voix laisse l'imaginaire. Mais je m'incline devant le succès de la chose. Je sais bien que ça crée des podcasts, ça crée plein de trucs. Je sais bien, je sais. Et il faut susciter Donc, l'intérêt, malheureusement. bien sûr, Et c'est bien vrai sûr. qu'aujourd'hui, la radio, les médias, c'est souvent en ligne et Bien c'est sûr. par là que la jeunesse aussi Bien s'inspire sûr, y a et pas, puis bien se sûr. nourrit. Donc c'est vrai, mais je reconnais que vous avez totalement raison. Et alors, dans cette émission, on va voir à quel point l'importance de la voix, justement, a été au cœur de votre métier. Non seulement parce que vous êtes sur la scène avec cette voix, mais parce qu'aussi vous en avez joué. Mais on va pas tout dire tout de suite. On va commencer par le début, toujours le début, Oulala. pour découvrir qui vous êtes Oulala. au-delà de ce que vous faites. Frédéric Bourali, vous êtes né le 3 mai 1960 à Moulins. On dit Moulins ou Moulins ? Moulin. À Moulins, dans l'Allier. Dans quel genre de famille êtes-vous né ? Quel genre d'enfance vous avez eu ? Je suis issu d'un milieu très... ce qu'on appelle les prolétaires. C'est-à-dire mon papa était ouvrier, manœuvre, ma maman vendait des vêtements dans un magasin, couturière. Je suis issu d'un milieu où la culture, on savait même pas qu'on y avait droit. Et moi, j'ai été sauvé... Ouais, je dis sauvé parce que grâce à lui, je pense que j'ai fait ce chemin dans ma vie. J'avais rien pour faire le métier que je fais depuis si longtemps. Et c'est un prof de français. Je dois tout à l'éducation nationale, mais vraiment tout. C'est un prof de français que je rencontre quand je suis tout gamin. Je sais pas, 12-13 ans, un truc comme ça. Et il m'éveille à la littérature. Mais quand je dis il m'éveille à la littérature, c'est-à-dire qu'il me fait découvrir que la littérature, les auteurs, peuvent me faire voir le monde différemment. Et même qu'il y a d'autres mondes que celui que je connaissais pas. Vous sauvez quelque part ? Ah, ça complètement. Ouais. Complètement. Et après, de la littérature, je suis venu à lire du théâtre. Et, très vite. Et je me souviens de mon premier choc émotionnel fort, que j'ai encore d'ailleurs en le relisant, c'est Cyrano de Bergerac. Je dois voir quoi, j'ai 13-14 ans et je pleure en lisant Cyrano de Bergerac, pièce en Pourquoi ? vers. Je pleure parce que l'histoire est sublime. Parce que quand Cyrano meurt à la fin, c'est sublime, Montparnasse. C'est extraordinaire, c'est drôle, et je dis ah oui, c'est ça un auteur. C'est-à-dire je découvre que quand on a des pensées confuses dans sa tête, qu'on veut dire plein de choses, mais on sait pas le mettre dans le bon ordre. Un jour, il y a un auteur qui écrit quelque chose qui est très court, parfois 3 mots, et on se dit ah mais c'est ça que je voulais dire. Mais il l'a dit en bien. Oui. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la littérature. Et voilà, et j'ai fait les petits cours de théâtre et j'ai démarré comme ça. Et vous avez fait les cours de théâtre. Vous êtes allé loin dans vos études ? Vous avez arrêté tôt ? Moi, je suis allé au bac.
Je suis allé au bac et puis après je suis retrouvé à Lyon pour faire des cours de théâtre et j'ai fait un an ou deux à la fac à Bron, mais c'est pour avoir la bourse pour payer mes cours de théâtre. J'y allais même pas à la fac. J'y allais, enfin si, j'allais au cours de théâtre de la fac d'ailleurs, je me souviens très bien. Mais c'était pour payer, j'étais au conservatoire et j'avais pas un rond et je me démerdais. Voilà, je faisais des petits boulots. J'étais très content. Hein, et après vous êtes monté à Paris. Après, je suis parti en stop. Mais vraiment, ça fait Cosette, mais c'est vrai. Mais en plus, c'était pas Cosette parce que pour moi, j'étais passionné tout de suite. C'est votre histoire de vie, donc, c'est beau. Voilà, exactement. Donc, c'était normal. J'avais pas un rond pour prendre le train, donc je suis allé en stop. Puis ça marchait bien le stop. Je suis pas arrivé à un stop et je suis allé dans un cours extraordinaire à Paris. Donc, on était au courant de que ça existait. C'était un maître, ce qu'on appelle un maître, qui s'appelait Jean-Martin Barbaz. Il prenait que 20 élèves. Toute la France venait chez lui. Hein. Et il fallait des auditions. Et j'y suis allé, les mains dans les poches. Enfin, j'avais travaillé une scène et j'ai été pris. Voilà, après, c'est mon parcours de vie. Hein. Et comme il était metteur en scène, j'ai travaillé avec lui au théâtre après. On était à quelle époque, là, à peu près, Frédéric Bourali ? Oh, c'était sous Louis XVI. Vous avez quoi, une vingtaine d'années ? Vous avez je dois 17 avoir, ans, 18 à ce moment-là, j'ai 18-20 ans par là. Ouais. 18-20 ans, et on va voir que le théâtre, finalement, arrive très très vite à vous, si vous avez 18-20 ans, parce qu'en 1980, il y a votre première pièce de théâtre qui s'appelle Haute Surveillance, mise en scène par Guy Naigeon, si c'est bien comme ça que ça se prononce, théâtre du 8e de Lyon, puis après... Ça n'arrête pas. Théâtre public, les centres dramatiques où vous avez le bonheur de jouer, vous l'avez dit, je crois, Molière, vous jouez Musset ou encore Shakespeare. Vous avez bossé, vous savez tout. On essaye. Ah, ça fait plaisir de voir des gens qui bossent. Ça fait plaisir de vous recevoir surtout. Et alors vous faites, bien sûr, vous jouez Shakespeare en France et dans le monde entier. Et aussi, bien sûr, on va voir avec de grands partenaires qui vous ont accompagné dans votre parcours. Danny Boone dans La vie de chantier où vous avez triomphé au théâtre du Gymnase, avec aussi Eva Darlan dans Conseil de famille qui fut un grand succès au théâtre de la Renaissance, ou même Lionel Astier qu'on devait recevoir dans cette émission, et voilà, ça n'a pas pu être le cas, mais que j'aurais adoré avoir. C'est un ami, c'est un mec génial. Mais génial, avec notamment une pièce avec Victoria Abril, qui a été drôle de genre, mais il est formidable là-dedans. Merveilleuse pièce qu'il joue plus, mais avec regret. Ils sont retournés là, et ils vont reprendre d'ailleurs à Paris. J'espère, et je conseille à nos auditeurs, et ce sera l'occasion justement de lui remettre cette invitation pour revenir chez nous. Super. Grand complice de scène avec vous, dans Le Muguet de Noël au théâtre Montparnasse et de Mensonges et une vérité, beaucoup de choses à dire bien évidemment, et au théâtre Rive Gauche évidemment, Le Muguet de Noël où vous êtes encore aujourd'hui, on va en parler, mais d'abord, est-ce que vous vous souvenez de votre première fois sur scène, de cette émotion ou même d'une anecdote incroyable à vos débuts? Ah mais je m'en souviens tellement bien, parce que c'est la deuxième chose qui m'a sauvé. Parce que quand, je m'en souviens, la première fois quand je suis très jeune, j'ai 13-14 ans, je me souviens de ça, je vous le dis, je m'en souviens. J'étais, pour des tas de raisons qui me sont personnelles, j'étais très intimidé, j'avais pas une très grande opinion de moi-même. Et le jour où ce prof de français m'a autorisé à monter sur scène, qui pour moi c'était le comble de l'épouvante. Comment oser quand on est extrêmement timide? Moi, je me souviens, je rougissais de peur de rougir. Donc, comment, quand on est extrêmement timide, qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on n'a pas une belle opinion de soi-même, comment oser aller sur scène? Eh bien, paradoxalement, le jour où j'ai posé le pied sur... J'assure, c'est physique. J'ai posé le pied sur scène et j'ai compris tout de suite que j'avais le droit. J'ai compris tout de suite que j'étais libre là. J'avais le droit, j'avais même le droit d'être nul. Et que si j'étais nul, ce serait peut-être formidable. Et d'ailleurs, oui, après j'ai appris par des grands professeurs que c'est toujours ses défauts qu'il faut travailler, jamais ses qualités. Et très vite, mais c'était instinctif, c'est animal, je sais pas comment vous dire. Et ça, j'en ai bien le souvenir. Et puis mon premier cachet, alors après, j'ai fait les conservatoires. Enfin bref, je fais ma vie, je vais pas tout vous raconter, sinon on y est encore l'an prochain. Pourtant, on est en janvier. Et après mon premier cachet, je me souviens très bien, c'était au Théâtre des Célestins, à Lyon. Je faisais un tout petit rôle, j'étais dans les femmes savantes, je me souviens très très bien. On va en parler dans cette émission des femmes savantes. Puis après je l'ai rejoué plus tard. On va en parler dans cette émission, Frédéric Bourali. Alors, des voix de publicité, mais aussi de doublage, comme interprète, notamment la voix française, on vous l'a dit beaucoup dans la presse, bien sûr, de Mister Satan dans Dragon Ball Z, ainsi que d'autres personnages secondaires de la série. Comment ça s'est fait? Parce que c'est très très dur d'intégrer le secteur du doublage. Vous savez, on dépend toujours des autres.
tout mon chemin, première rencontre, c'était mon prof de français, donc il y a en noir et blanc. Voilà. Après, c'est des rencontres. C'est que des rencontres, que des gens qui vous tendent la main. Il y a des trains qui passent, alors il faut savoir les prendre, bien sûr. J'ai eu la chance de les prendre, ces trains-là. Et puis, un jour, j'ai rencontré un comédien qui faisait du doublage. Moi, je ne sais pas ce que c'était. Il me dit, tiens, il y a un truc, là, un dessin animé qui s'appelle Dragon Ball. Je ne savais même pas ce que c'était, moi. Et il m'a dit, il y a des essais à faire. J'ai fait les essais. Et puis, j'ai réussi l'essai. Et puis voilà, j'ai fait ce doublage Dragon Ball. Écoutez, on a un petit extrait. Je ne suis pas sûre que ce soit vous. Mais vous allez nous dire si c'est vous. On écoute. D'accord. J'interdis à tous les petits-enfants qui regardent cette émission d'essayer de refaire la même chose chez eux. C'est vous, Frédéric Bourali, cette voix. Le haut que je bien poussé. Je suis un acteur de voyelle, on vous entend. Mais vous êtes méconnaissable, c'est très fort, c'est incroyable d'imaginer que c'est vous. On parlait de l'importance de la voix, vous qui aimez la voix, vous venez de nous le confier. Et donc, ça fait partie de la création, la voix, pour vous ? Ouais, c'est la dernière chose qui arrive de l'intérieur. C'est le bout du chemin. C'est-à-dire, en fonction des sentiments qu'on a, que ce soit la peur, la joie, ce qu'on veut, tous les sentiments du monde, ce qui est en bout du bout, c'est la voix. Et c'est ce que les gens écoutent. C'est vrai, surtout quand on a la radio. Surtout à la radio. À la radio et au théâtre aussi. Alors, entre-temps, le cinéma, la télévision, Claude Lelouch va vous faire confiance, Gérard Houry, généralement d'ailleurs, c'est comme si c'était un binôme. Quand on passe par l'un, on fait l'autre. Jean-Pierre Mocky, bien sûr d'autres, Dominique Farrugia, ensuite vous ont offert de nombreux rôles, avec la chance d'y côtoyer encore une fois de grands partenaires, mais un rôle à la télévision, marqueur quand même de votre carrière, depuis 2009. Je vois venir. Je vous vois venir, oui. Vous interprétez José dans Scène de ménage. C'est la série télévisée diffusée sur la chaîne de télévision française M6 qui met en scène donc des situations quotidiennes de la vie de couple avec des personnages plus différents les uns que les autres. Pensez, encore une fois, pour Alex Jaffray que j'évoquais tout à l'heure, qui a fait le générique que nous sommes en train d'écouter donc de Scène de ménage. C'est un rôle de composition pour Valérie Karsanti qui ne ressemble en aucun cas à Liliane. Mais pour vous, est-ce que quand même il y a un peu de vous dans José ? Il y a toujours quelque chose de nous dans tout ce qu'on fait. Mais heureusement, je ne suis pas comme ça dans la vie, sinon ma femme m'aurait quitté depuis longtemps. Ou alors, ça serait une autre femme, certainement. Mais je m'en fous, je peux le dire. Ça fait 35 ans qu'on vit ensemble. Donc, je suis à l'abri de... Je peux tout me permettre. Oui, non, bien sûr, il y a toujours une part de soi. Parce qu'en fait, on les a construits, ces personnages, avec Valérie, ma grande camarade Valérie Karsanti, mon amie, ma complice, ma sœur et ma femme dans la série. Oui, on les a entièrement fabriqués. Donc, il y a une part de soi. Ne serait-ce que la voix, par exemple. Mais non, je suis pas comme ça dans la vie. Je suis pas passionné de foot comme lui. Je suis pas. Alors peut-être, je suis certainement très maladroit comme lui. Ouh là là, certainement. Mais je pense pas à la même maladresse. Je crois pas. Vous faites évoluer ce personnage d'année en année. Ouais. Qu'est-ce que vous apportez ? Parce que je sais que vous avez un droit de regard sur les textes. Je vais pas tout dire parce que vous allez nous le dire, mais un droit de regard sur les textes que vous avez aussi écrit parfois et l'envie de choisir aussi. Ce que vous avez envie de jouer. Non, mais là, c'est une production absolument démentielle. C'est la seule en France. Vous vous rendez compte que c'est nous qui choisissons les textes. Il y a 20 auteurs. C'est une machine de guerre derrière. C'est comme d'habitude. Tout ne se fait pas tout seul. Il y a beaucoup de gens pour que ça ait l'air facile. Il y a beaucoup de gens qui bossent autour de nous pour que ce soit facile. Et c'est ce qui fait qu'il y a le succès. Ouais. Oui, mais c'est pas à cause du succès que ça marche comme ça. Dès le départ, avant qu'il y ait du succès, dès le premier jour, le producteur s'était dit, bon, si vous trouvez ça pas drôle, ça sera difficile pour vous de faire rire. Et Dieu sait, j'en ai tourné des trucs où c'est pas toujours facile, mais où vous n'avez pas le droit de changer les textes. Là, on choisit carrément les textes. Sur 100 textes qu'on lit, on va en prendre que 20, par exemple. En plus, avec Valérie, on est des chieurs, en fait. On est très sourcilleux de la qualité. Alors, on fait au mieux. Alors, la qualité, c'est pas à nous de dire si c'est bien ou pas, mais on fait au mieux, en tout cas. On est vraiment... Et donc, c'est assez extraordinaire de pouvoir travailler comme ça. Et en plus, c'est vrai que sur le temps passant, mon personnage de José n'est pas le même maintenant qu'il y a 13-14 ans. 13-14 ans. Ouais, 13-14 ans. Vous vous amusez toujours ? Ah, mais bien sûr. Mais énormément. De toute façon, ça peut passer autrement. Et en plus, il y a aucune usure pour nous, puisqu'on tourne que 2-3 jours par mois.
Même pas. Donc, il n'y a pas d'usure physique. C'est que du plaisir quand on se retrouve. En plus, déjà, on a choisi les textes. En plus, on se les fait un peu à notre bouche, je dirais, un peu, et on nous le demande. Donc, il n'y a pas de fatigue. C'est que du plaisir quand on se retrouve. Là, ça fait 1 mois et demi, presque 2 mois qu'on n'a pas tourné. Parce que la production, en plus, me laisse la place pour jouer au théâtre, pour démarrer les spectacles. Ça, c'est le grand luxe. Et on va tourner, là, bientôt, dans 15 jours. On va se retrouver avec joie. Avec joie pour la suite de Scènes de ménage qu'on peut donc apprécier toujours sur M6 puisque la série est toujours d'actualité, ce qui n'est plus le cas de la série Nos chers voisins où vous retrouvez Christelle Reboul, oui, c'est un avec hasard, regret aussi, C'est- parce qu'ils auraient, je crois, adoré continuer cette série, mais c'est une autre histoire. Cette liberté, justement, que vous avez de pouvoir être toujours sur scène, on va en parler parce que depuis le début que vous êtes dans cette série Scènes de ménage, vous cumulez les planches avec le fait que vous ayez donc cette possibilité. Vous avez joué Jules César Ouais. en 85 et à plusieurs reprises. Dans la pièce, je faisais pas le rôle de Jules César, mais Vous avez joué Ouais. dans cette pièce. Dans 2 versions, d'ailleurs. 2 versions, Ouais. je crois en 85 et en 87 de mémoire, Ah, si je ne bravo. dis pas de bêtises. Mais là, on est dans autre chose avec Ave César, tout un autre genre de pièce, et Ouais. loin encore une fois pour les auditeurs du film Ave César, réalisé par Joel Cohen et Ethan Cohen avec George Clooney, Ah oui, c'est notamment. vrai. Ouais. Mais là, il s'agit de l'adaptation de l'œuvre de la dramaturge canadienne primée Michelle Rimmel, ou Rimmel. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, en tout cas, Ouais. elle est très talentueuse. La Ouais. pièce de base s'appelle Sexy Laundry, et qui est davantage une pièce sur l'amour, l'évolution du couple dans la vie, et qui a connu un grand succès dans le monde. Ah, c'est une pièce qui fait un carton dans le monde entier. C'est la première fois qu'elle est jouée en France. Voilà. Et c'est l'histoire d'un couple amoureux qui sait plus comment se le dire, qui sait plus comment faire, et qui vont essayer sur une soirée. Je peux en parler un peu là. Bien sûr. Sur une soirée, c'est elle qui se rend. Nous, ça fait 25 ans qu'on est mariés, et elle se rend compte que le couple part un peu en capilotade. Capilotade, voilà un mot bien savant. En couille. Et et elle décide de prendre pendant un week-end de louer, enfin de prendre une chambre d'hôtel dans un hôtel un peu chicos machin, pour essayer de réveiller le couple. Et ça se passe pas très bien. Et ce qui est merveilleux, parce que c'est un sujet qu'on a déjà vu, mais ce qui est extraordinaire dans cette pièce, c'est que l'auteur nous met, nous deux, Christelle, la sublime Christelle, ma camarade, qui est géniale avec moi, qui est géniale dans la pièce, nous met au cœur de la vérité des choses. Et on passe des rires aux larmes, en une fraction, comme dans la vie, quoi. C'est ça. Comme dans la vie. Écoutez, c'est un très beau cadeau, Frédéric Bourali, de parler de ce sujet, parce que évidemment, c'est le sujet de prédilection qu'on adore évoquer, comme tout à chacun. Mais pour moi, en tout cas, c'est mon sujet phare et préféré, évidemment, qui est l'amour. Ah, j'ai bien fait Donc de le un dire. très beau cadeau, bien sûr, parce que je pense que nous n'aimons rien de plus que l'amour dans la vie. Et alors, c'est un cadeau parce que c'est très bien dit, c'est un voyage touchant, hilarant, au cœur du couple, de sa longévité, avec cette grande question qui concerne tout à chacun, qui est de se rappeler pourquoi on a choisi la personne d'une part que l'on a épousée, pourquoi on doit continuer à l'aimer, comment faire perdurer son couple sans s'oublier, sans se transformer, avec le défi aussi du temps qui passe, et avec... C'est vrai, il faut le dire, cette forme d'injustice entre les hommes et les femmes, la différence qu'avec le temps, et en tout cas ce que vous mettez en lumière dans cette très belle pièce, avec le temps, les femmes grossissent, flétrissent ou bien s'oublient, alors que parfois les hommes se bonifient, ou en tout cas c'est ce qu'on pourrait en croire ou en dire. Oui, ça c'est le langage, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire que voilà, les hommes se bonifient beaucoup mieux que les femmes. Vous pensez quoi de ça ? Une belle connerie. C'est une belle connerie, mais c'est intéressant pour dénoncer. Enfin, dénoncer, il n'y a pas de dénonciation à faire. Pour parler de ce sujet-là, il faut l'assumer. Donc, mon personnage, d'ailleurs, c'est pas lui qui le dit, hein, c'est elle qui le dit. C'est elle qui fait ce constat. Lui, il pense même pas à ça. C'est pas un machiste du tout. C'est un maladroit. C'est un maladroit. Et puis, il a ses problèmes personnels avec son travail, tout ça. Il a oublié sa femme parce que il a des défauts aussi quand même. Bien sûr Il est qu'il a des radin. défauts. Il est radin. Il est réac. Il est Il réac. est chiant. Bien sûr, il est chiant. Il est quand même pas très adroit. La vie simple. Voilà, il aime regarder sa télé. C'est ça, ses infos, etc. Alors, c'est merveilleux dans cette pièce parce que les gens rient beaucoup. Il y a beaucoup de rire. Et puis, les gens, à la fin, ils viennent nous voir et disent « Oh là là, qu'est-ce que vous m'avez fait pleurer ?» Écoutez, il y a de tout. Moi, je C'est vais très vous drôle. dire, Frédéric Bourali, le démarrage de cette pièce m'a beaucoup attristé.
Beaucoup attristé parce que c'est vrai que c'est un constat sur le fait qu'il y a ce temps qui passe, que Ouais. l'un et l'autre s'oublient. Mais il y a un revirement de situation qui est extrêmement bien fait dans la pièce qu'on doit venir voir, ne serait-ce que pour vous voir danser. Si je me permets. Et donc voilà, il y a ce côté où finalement il y a une vie quand on croit le couple un peu mort. Ouais, c'est ça, c'était plein d'espoir quand même. C'est plein d'espoir, mais parce que pour deux personnages qui a priori ne savent plus se parler, qu'est-ce qu'ils s'en disent des choses? Qu'est-ce qu'ils se disent des choses? C'est des fois d'une grande méchanceté, parce que les choses quand elles sortent pas bien et elles sortent trop fort. Souvent quand on est en colère, c'est un peu ça. Et puis c'est souvent des colères contre soi-même. Et voilà. Et avec Christelle, on vit tous les soirs. Je vous assure qu'on vit quelque chose de très très fort sur scène. C'est rare des pièces comme ça. J'ai eu la chance de jouer beaucoup au théâtre, mais je crois que c'est une des pièces les plus engageantes, ou les pièces où on est plus le mis à nu comme acteur que cette pièce-là, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'être vrai. C'est toujours vrai au théâtre, mais là, on peut pas être autre chose que vrai seconde après seconde. C'est absolument impossible. Frédéric Bourali, c'est quoi le pire ennemi du couple pour vous? Le temps, bien sûr. Le temps. Est-ce que le fait de jouer cette pièce de théâtre depuis le 18 janvier, il y a quand même, bien sûr que vous me disiez que vous étiez marié depuis quelques années, etc. Est-ce qu'il y a d'une part un effet miroir où vous vous dites, punaise... Ah bah oui, là, depuis que je joue cette pièce, j'ai quitté ma femme. Non, je déconne, c'est pas vrai. Pas, au contraire. Ouais, bien au contraire. Non. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, c'est des questions posées par la pièce, mais c'est des questions qu'il faut savoir se poser en permanence. En gros, c'est comme dans la vie, c'est comme on parlait tous les deux de notre métier qu'on aime tant, c'est jamais gagné. Bien sûr. Rien n'est jamais gagné. Rien n'est jamais acquis. Et surtout en amour. Et le quotidien peut être merveilleux aussi. Il faut savoir l'accepter, le quotidien. Il faut savoir accepter que quand ma femme va acheter une baguette à la boulangerie, c'est un acte tellement banal, mais c'est elle qui va les acheter. Et c'est pas pareil. Et à un moment donné, dans la pièce, d'ailleurs, à la fin, je sais pas si vous vous souvenez, à la fin, il lui parle du linge, de choses très très banales. Et c'est cette chose banale qu'il a repérée chez elle. C'est comme ça qu'il lui dit qu'il l'aime. Et elle est très surprise. Et c'est pas une chose qu'elle fait, elle pensait pas. Et lui, c'est ça l'amour. C'est savoir apprécier ce qu'on a. Et ouais. On va continuer d'en parler, Frédéric Bourali, évidemment, dans cette émission, avec vous pour la pièce Ave César au théâtre Rive Gauche, aux côtés de Christelle Reboul. Dans un instant, on poursuit également cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité, le comédien Frédéric Bourali, dans la pièce Ave César au théâtre Rive Gauche. Et dans cette partie d'émission, on va découvrir tout de suite toute la culture du moment, ou bien d'avant selon vos goûts, Frédéric, pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Ça m'inquiète. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, nous partons au théâtre avec vous, Emma Scali. Bonjour Cyrielle, bonjour Frédéric. Alors aujourd'hui, moi j'ai eu envie, Frédéric Bourali, de parler d'une pièce qui se joue en ce moment les mercredis et samedis à 17h30 à la Comédie Saint-Michel dans une mise en scène du collectif Oxymore et qui devrait vous rappeler quelques souvenirs, je crois, parce qu'il s'agit des Femmes savantes de Molière. Bah oui. Et oui, on l'évoquait tout à l'heure et on vous a promis d'en parler. Donc la question, c'est de quoi parle cette pièce pour ceux qui ne la connaissent pas? Tout à fait. Alors, on pourrait donner le pitch de cette manière, cacher ce sceau que je ne saurais ouïr. En fait, c'est une comédie enlevée et fascinante, puisque le chef-d'œuvre de Jean-Baptiste Poquelin nous raconte l'histoire d'une famille dont les principales femmes, la mère, la belle-sœur et une des filles vivent sous l'influence d'un savant trissotin qui en réalité ne l'est pas vraiment et qui s'avère un homme plutôt avide d'argent. Alors comment est-ce que tout cela se présente-t-il ? Eh bien, nous avons deux sœurs, Armande et Henriette, qui sont diamétralement opposées. Alors qu'Henriette aspire à une vie simple, au bonheur conjugal, eh bien sa sœur Armande prétend refuser l'amour, préférant se consacrer aux choses intellectuelles et à la science. Pourtant, lorsqu'Armande apprend qu'Henriette s'apprête à épouser Clitandre, son ancien prétendant, eh bien sa jalousie s'exacerbe. Aidée de sa mère,
et de sa tante. Elle va tout faire pour empêcher l'union de sa sœur. Et elle a un seul objectif à partir de là, marier Henriette à Trissautin, le fameux faux intellectuel aux dents longues qui mène nos femmes savantes par le bout du nez. Alors pour comprendre la pièce, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1672, une bonne partie des femmes avaient le souhait de paraître savantes et c'était pas rare en fait de rencontrer parmi elles des personnes qui étudiaient le grec, la physique, les mathématiques, la philosophie, etc., etc. Et je crois qu'il y a une scène précise, Emma Scali, qui illustre ce que vous dites. Oui, alors en fait, dans la scène de l'acte 2, je crois, Armande explique qu'elle porte un projet ambitieux, celui d'une assemblée ouverte où les femmes joueraient un rôle majeur dans la diffusion des savoirs, à la manière un petit peu des salons mondains qu'il y avait à l'époque, celui de Madame de la Sablière par exemple. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Armande ? Elle nous donne le programme de cette académie et elle nous dit ceci. Nous approfondirons ainsi que la physique, grammaire, histoire, vers, morale et politique. Mais si dans la pièce Molière ne prétend pas se moquer des femmes totalement et ne veut pas non plus aller contre leur éducation quand même, il cherche à prôner quelque chose d'assez subtil, une forme de connaissance qui conserverait, disons, une certaine modestie. D'ailleurs, au final, le mariage entre Henriette et Clitandre, il devient inévitable, évidemment. Henriette aime Clitandre et elle va l'épouser, n'en déplaise à sa sœur, n'en déplaise à sa mère, n'en déplaise à sa tante et au reste du monde. Si bien que finalement, le grand vainqueur de la bataille, entre le corps et l'esprit, entre la raison et la passion, ça reste toujours le cœur. Le cœur qui est un arbitre implacable contre les vices cachés derrière les prétentions forcées. Le cœur qui valorise les élans sincères et les élans passionné. Et alors Emma Scali, le théâtre de Molière, l'air de rien, nous parle de la révolution sexuelle. Mais oui Cyrielle, et particulièrement dans cette mise en scène-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il tourne en dérision la pédanterie de Trissautin, d'Armande, de Bélise. Il évoque les pièges qui la sous-tendent et qui la freinent. Et pour cause, derrière les personnages, qui sont évidemment burlesques, se dessinent des propos assez acerbes sur certaines dérives de notre époque, notamment sur la prétention intellectuelle de certains et le féminisme lorsqu'il est poussé à outrance. Attention, lorsqu'il est poussé à outrance. Et qui risque à ce moment-là de déraper vers une idéologie extrémiste où le totalitarisme de la pensée finalement se trouve pas bien loin. Donc, dans cette comédie classique, on a un rythme enlevé, on rit, on savoure un moment de pur régal d'un bout à l'autre de la pièce, mais dans le fond, ce qui se joue tambour battant, c'est un petit peu cette grande thématique qui existe depuis la nuit des temps, à savoir l'antique bras de fer entre guerre des sexes et émancipation, entre nature et culture. Finalement, la morale, je dirais, sous-jacente, résonne à l'époque aujourd'hui des Femen et de Balance ton port de façon terriblement actuelle. Pourquoi ? Parce que Molière, c'est un génie qui reste évidemment incroyablement moderne. Et je crois que vous êtes d'accord complètement. avec J'ai ça, bien peur Frédéric. que dans 200 ans, cette pièce soit encore d'actualité. J'aurais bien peur. Oui. J'ai une petite anecdote là-dessus qui me touche un peu. Vous savez, dans Scène de ménage, il y avait une comédienne, André Damant, qui faisait Tata Odette. Et je l'ai rencontrée dans Les Femmes Savantes. Oh. Et elle jouait Bélise dans Les Femmes Savantes, il y a donc très longtemps. Et c'est la plus grande Bélise que j'ai vue. C'est une actrice extraordinaire. Et puis c'est un personnage absolument dingue, complètement érotomaniaque, comme ça. Elle est persuadée que tous les hommes sont amoureux d'elle. Tout à fait. On en connaît. Et, en tout cas, André Damant, elle était magnifique. Et je lui rendre hommage parce que c'était une amie. Elle est partie il y a quelque temps. Voilà. C'est un très joli hommage. Merci beaucoup et je suis ravie justement qu'on ait pu lui rendre hommage. Merci. Super. Et merci beaucoup Savante Emma Scali. Merci Savante Emma Scali. Et puis cette pièce Femme Savante est à retrouver les mercredis et samedis à 17h30 à la Comédie Saint-Michel. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion de Nicolas Rafale sur Radio J. L'émotion de Nicolas Rafale. Radio J. Et bonjour Nicolas. Bonjour Cyrielle, bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Attention, rubrique émotion. Alors dans cette chronique presque à l'heure du goûter, on va se délecter de quelques-uns de vos goûts culturels. Mon Dieu. Vous nous emmenez déjà au théâtre, alors peut-être avec vos grands souvenirs comme acteur déjà. On passe de Molière à Musset.
Musset, dont nous connaissons tous par cœur quelques tirades célèbres. Adieu Cyrielle, retourne à ton couvent. Enfin, c'est Camille, c'est pas Cyrielle, mais ça marche aussi. Vous, Frédéric, ça n'était pas On ne badine pas avec l'amour et Perdicant, mais le rôle d'Octave. Ouais, Voilà. la chance que j'ai eue. Vous allez nous en parler dans Les Caprices de Marianne, Oui. 1833, et créé à la Comédie Je joue Française. après, hein. En 1851, c'était pas avec vous, donc la distribution, je crois. J'ai regardé sur Wiki, mais votre nom n'était pas mentionné. Alors, pouvez-vous nous dire où, quand et avec qui, déjà? Ah, on l'avait créé, je me souviens, à côté de Lyon, à Bourg-en-Bresse, avec des comédiens, je ne sais pas si vous les connaissez, je ne sais pas, peut-être pas, peu importe, mais il y a longtemps, mais surtout c'était un spectacle assez extraordinaire à Jopil. Franchement, la chance de jouer Octave. Alors, je vais vous poser la J'ai question. essayé. Pourquoi la chance de jouer Octave? Répondez-nous. Parce que c'est un homme qui avait 22 ans, le personnage avait 22 ans, et il a le désespoir d'un homme de 50 balais. Et quand Musset l'écrit, il a 22 ans lui aussi. Et c'est ça un grand auteur. C'est-à-dire qu'à 22 ans, il arrive à écrire l'histoire d'un personnage désespéré de l'humanité, comme un vieux roublard qui a tout vécu. Et il a 22 ans quand il l'écrit. Et Octave, quand son désespoir, sa flamboyance, son amour ou son non-amour pour Marianne, c'est quand vous êtes jeune acteur et que vous jouez ça, je peux vous dire que c'est quelque chose, c'est pas rien. Bon, on est dans le thème un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui avec l'appropriation culturelle. Est-ce qu'un homme de 22 ans peut écrire un rôle pour un homme de 50 ans? Évidemment. Ouais. Et un homme de 50 ans peut écrire un rôle pour une femme de 10 ans. Oui, bien sûr que oui. Ouais, c'est possible. Non, ouais, Bon, oui, on est oui. d'accord. Et par rapport à ça, on se souvient tous de l'histoire de la poétesse là, au moment de Obama là, et avec ce scandale qui avait fait que où elle avait été interdite d'être traduite par des gens qui n'étaient pas noirs parce qu'elle était noire. Enfin, le truc complètement hallucinant. Oui, bien sûr. Un homme peut écrire des très beaux rôles pour une femme peut écrire des très beaux rôles pour des hommes. Oui, bien sûr. On va retrouver le nom de cette poétesse. Hein. Voilà. Oui, je suis désolé, mais on l'a sur le bout de la langue. Ouais. On se fait un petit résumé de l'histoire ou pas des Caprices de Marianne pour Je nos vous laisse, auditeurs? Alors, bien très brièvement, parce qu'on va parler musique. Musique, ben, c'est important aussi. Alors on parle musique. Vous pratiquez tous les jours la guitare, Oui. je crois. Oui. Le rock, le blues. Ouais, Qu'est-ce que le vous jouez Mozart. comme style de Mozart, musique? blues, tout ce qui est beaucoup à base d'impro. Bon, alors on écoute impro. On écoute l'un des plus grands guitaristes au monde, Ah, bah oui. disparu, Jeff Beck. Ouais. Jeff Beck, She's a Woman. Disparu le 10 janvier dernier, Jeff Beck. Il a été classé, je crois, 2 fois au Rock and Roll Hall of Fame. Ouais, je Il pense, est mort ouais. à 78 ans, donc le 10 janvier dernier. Guitariste de rock britannique. Un des trois. Franchement, excusez-moi, hein, Non, je vous en pour prie. ceux qui aiment la guitare, vous dites Clapton, vous dites Hendrix, puis vous ben dites voilà. Jeff Beck. quoi. Ouais. Il avait C'est- intégré les Yardbirds avec Eric Ouais. Clapton, il avait joué avec lui, avec Jimmy Page, Ouais. groupe Ouais, des années 60. Et alors il nous propose effectivement un univers musical varié, blues rock, jazz fusion, rock instrumental. Alors j'imagine que ce qui vous plaît chez lui, ça n'est pas seulement le fait qu'il soit végétarien, mais C'est pas la également première chose qui me vient. qu'il gratte bien un peu la guitare. C'est quoi? C'est son toucher, c'est le son. Parce qu'il a utilisé des pédales wah-wah, c'est l'un des premiers. De toute façon, un instrument de musique, c'est toujours ça. La différence avec un musicien et un autre, c'est le son. Vous pouvez toujours faire un La mineur sur un... Tout le monde peut faire un La mineur, enfin à peu près, sur une guitare. Mais c'est pas ça le truc, c'est le son. Et c'est très personnel. Vous jouez à la guitare, vous, Frédéric Bourali? Oui, depuis beaucoup, oui. Vous Oui. aimez bien? Bah oui, la manière dont vous en parlez, on sent. Et puis, Bah oui. de toute façon, pour aimer Jeff J'en Beck, joue tous les jours. Voilà, il faut vraiment être un puriste. Alors, on enchaîne avec les livres ou pas? La Bah, c'est vous qui littérature? voyez, je vous laisse faire, moi. Bon, alors les livres, mais on peut garder Jeff Beck pour parler de Pierre Ouais. Lemaître parce qu'ils vont bien Ah bah ensemble. ouais. Ouais, Ouais, ouais. c'est vrai. C'est vrai. Couleur de l'incendie. Alors, 2e tome de sa trilogie. Picaresque, voilà. Après Au revoir là-haut en 2013, qui a reçu le prix Goncourt. Pour la petite anecdote, il a été refusé 22 fois par les maisons d'édition. C'est vrai. Et sa femme lui dit, pour la 23e fois où il sera accepté finalement, lui dit, eh ben si tu n'y vas pas, si tu n'envoies pas pour la 23e fois ton roman, je te quitte. Non, Si, c'est vrai. c'est lui qui l'a raconté. Après 30-40 ans de vie commune,
Il envoie son manuscrit, mais ça c'est une histoire qui est arrivée à Marguerite Duras, qui avait envoyé son manuscrit à sa propre agente et qui lui avait dit le jour où vous écrirez comme Marguerite Duras, on en reparlera. Donc c'est la même histoire. Elle lui a dit je te quitte. Il a envoyé le Au revoir là-haut, ce qui va devenir ce prix Goncourt 2013, film réalisé par Albert Dupontel, 2017. Et donc Couleur de l'incendie, c'est le tome 2, avant le tome 3, Miroir de nos peines, 2020. Alors là, le papa, il est mort, il était joué par Nils Arestrup dans le film. Il meurt et il laisse une fortune immense à sa fille Madeleine, la sœur de celui qui se suicidera dans le film en sautant de l'étage de l'hôtel particulier. Et dans le roman de Pierre Lemaitre, il se jette sous les roues de son père qui vient le retrouver à l'hôtel Lutetia. Il se jette sous les roues de sa voiture. Donc elle se retrouve seule et elle est jouée dans le film adapté Couleur de l'incendie par Léa Drucker. Merveilleux film. Je la connais bien. Et c'est l'histoire un petit peu... Ouais, elle est formidable dans le film. L'histoire, alors là, ça démarre en 1927 et ça va raconter toutes les années 30 sur fond de montée des totalitarismes, nazisme, franquisme, fascisme. Et elle va se construire toute seule dans cette explosion du féminisme également, voilà, que vont représenter la fin des années 20, le début des années 30. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a plu dans l'écriture de Pierre Lemaitre ? Ah, c'est l'écriture épique, c'est rien que la première scène du bouquin, déjà, c'est inouï, cet enterrement avec cet enfant qui se jette du balcon et qui tombe sur le cercueil. Non mais c'est vraiment, c'est extra. Et la vengeance de Madeleine, non mais c'est merveilleux. Je pense aux grandes histoires qui font rêver, quoi. C'est dommage, j'ai pas eu le temps d'aller voir le film de Clovis Cornillac. Je suis sûr que c'est bien, je suis sûr que c'est vachement bien. J'espère qu'il est encore à l'affiche. J'en sais rien. J'aimerais bien le voir parce que Clovis Cornillac, je suis sûr qu'il en a fait quelque chose de très bien. Je suis certain. Et j'ai pas eu le temps. J'étais en pleine répétition. J'ai pas pu y aller. Et Frédéric Bourali, puisque vous nous parlez cinéma, eh bien, on y va tout droit. Allez, cinéma. Alors allons-y. Alors, il est fan de cinéma. Vous êtes fan de cinéma, Frédéric Bourali. Alors là, c'est un petit jeu parce que vous êtes fan des plus grands. Allez, Audiard, Blier, De Funès et Le Parrain. Le film Le Parrain. Alors c'est un petit quiz. Vous devez me dire d'où vient cette phrase. Oh là. Et j'ai fait exprès de pas choisir les plus simples. Alors celle-ci, par exemple, la justice c'est comme la Sainte Vierge, si on la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. Alors ça c'est Audiard. Audiard, très bien. Je sais pas si c'est pas dans 100 000 $ au soleil. C'est dans Pile ou Face, Philippe Noiret. Ouais. D'accord, merci, au revoir. C'est pas grave, non, mais c'est bien, déjà Audiard, ça fait 1 point. Les sous-bois, ça m'inspire pas, je préfère avancer en terrain découvert. Le mec qui me fera bouffer des champignons, il est pas encore né. Oh bah si c'est pas Audiard, ça c'est... Non, c'est pas Audiard, c'est la Audiard. nature qui est chiante. J'en ai marre de la verdure, moi, tout est vert. La campagne, ça m'emmerde, ils me font chier ces oiseaux. C'est Blier. Qui sont à la campagne, là. Blier dans Blier. Blier dans Blier, dans Buffet froid. Ah, Buffet froid. Le fils qui a fait tourner le père. La troisième, on a encore le temps, Cyrielle ? Mais bien sûr, prenez-le. Le pognon, il faut le prendre là où il est, Gronigo, il y en a partout, ça ruisselle dans les caniveaux, fais comme moi, t'as qu'à te baisser. Ça te fatigue de te baisser ? T'es fragile des lombaires ? Ah merde, je vois pas... Allez, indice, Gérard Depardieu. Ah, c'est Les Valseuses ? Non. C'est... 1985. Blier. Tenue de soirée. Tenue de soirée, Bravo. effectivement, t'es Tenue de fragile soirée, des lombaires. Ouais. Alors là, j'en ai une autre. Conduire dans Paris, c'est une question de vocabulaire. Ah, c'est joli. Georges Chamara, dans Mannequin de Paris de Michel Audiard. Alors là, je sèche. Attention, j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. Son flingueur, Blier, bien sûr. Un peu chouette comme métaphore, c'est pas une évidemment. métaphore. Nanana. Pendant 12 ans, on a fait chambre commune, mais on a fait rêve à part. Ça pourrait être dans votre pièce de théâtre. Je sais pas. Jean Gabin, le sang à la tête, Audiard. Le sang à la tête. ouais, J'ai fait exprès de faire des moins connus, mais pas trop faciles. Mais il y en a deux qu'il faut faire. Quand Alors, même, j'ai les Nicolas invités, Raphaël. d'accord. Alors j'en fais une, il n'est pas encore sorti. Pivert. Victor Pivert, comme l'oiseau. Bah ouais, bien sûr. Pivert, oui. Pivert. Bah c'est dans Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, Bah, très évidemment, bien, ouais. effectivement. Louis de Funès. Et une petite puis- dernière ou pas et alors oui.
je lui ai fait une proposition qu'il ne pouvait pas refuser. Évidemment. C'est la phrase du parrain. Ouais, voilà. Eh bien, Je finis avec la plus facile. Et oui, la plus belle peut-être aussi. Merci beaucoup Nicolas Rafal. On se dit Merci bien. à jeudi prochain sur jeudi Radio J, prochain, avec puisque plaisir. désormais vous êtes avec nous tous les jeudis. Faut Avec le rappeler. Frédéric Bourali, il revient Oui, tous les jeudis. c'est Ça va avec être grand pénible. plaisir parce que je crois qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Merci beaucoup Nicolas Rafal. Merci beaucoup. Tout de suite, le coup de fourchette avec Sam Bérébi qui vous cuisine sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça mange sans fin. Je suis dilatée. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Sam. Bonjour Cyrielle, bonjour Frédéric. Bonjour. Ça va? Pour l'instant, ça bricole. Alors, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que votre Madeleine de Proust à vous, c'était le pâté de pommes de terre. Ouais, mais ça faut C'est- connaître, hein. C'est-à-dire que j'ai pas compris c'est- pâté de pommes de terre, Ouais, c'est-à-dire. parce que c'est à Moulins que ça se fait. Ah, c'est ça, vous Ouais, avez passé c'est une votre niche, enfance à Moulins. c'est vraiment. Et la pompe au graton, le pâté de pommes de terre, c'est que là-bas qu'on le fait. Ah, Alors c'est ça. dites-nous qu'est-ce qu'il y a dedans. Et On Qu'est-ce est qu'il y a curieux. dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, j'ai Oh la pas compris. vache. Alors, c'est une pâte feuilletée. Ouais. Alors, quand vous avez mangé ça, On est bien là. vous êtes calé. On est calé après. Vaut mieux descendre que monter parce que. Faut manger ça le midi que le soir alors. Ouais, mais voilà. Et donc c'est une pâte feuilletée avec des pommes de terre, de la crème. Et puis une sorte de petite persillade dedans. Mais c'est Et super. vous savez la faire ou pas? Ah, je sais pas la faire. Ah, parce qu'on m'a dit, C'est là. on m'a dit que vous étiez un très grand cuisinier. Non, qui Votre femme m'a appelé, elle m'a dit que vous étiez un très grand cuisinier. Mais laquelle femme? Ah, l'actuel. Et d'ailleurs, je vous pose une question, je crée que Non, c'est. moi, ma spécialité, c'est le lapin, le lapin au vin, merde, comment on dit? Le coq au vin. Le coq au vin. Le coq au vin. Voilà. Le lapin grillé. Non, parce que je le fais au lapin. Et alors, je vous posais une question, ça crée souvent des débats chez les couples, des disputes. Qui cuisine le mieux entre vous et votre femme? Alors, au début, moi, quand j'ai connu Cécile, je cuisinais pas mal, j'aimais Ouais. bien. Ouais. Et Mais puis elle m'a vous a battu. dépassé là. Elle m'a dépassé, mais largement, et j'ai lâché l'affaire. Parce que moi, dans J'ai ma lâché l'affaire à chaque fois, c'est bon. Elle a pris les rênes. Ouais. Parce que moi, dans ma famille, mon père, il a une cuisine qui sort de l'ordinaire. Il ne cuisine qu'avec le micro-ondes. Il ne fait cuire que les aliments Mais on peut qu'avec faire le du vachement micro-ondes. bien au micro-ondes, Et attention. non, la Hein. dernière fois, je lui ai dit, papa, c'est quand même des œufs là, le micro-ondes. On a fini à l'hôpital. Je veux dire. Par contre, il débarrasse très très bien. Il met les plats dans l'évier. Ah, Et bien. après, il passe dans le lave-vaisselle par magie. Enfin, par ma mère. Ouais. Je balance tout. Alors, je vais vous dire, vous avez bercé mon adolescence avec Scène de ménage. Votre couple, il l'a bercé. Couple culte, c'est pour ça je peux vous dire entre quatre yeux, je ne me marierai pas. C'est grâce à vous ça. Non, je rigole, c'est pour le sketch parce que ma mère elle m'écoute. Si elle entend ça, elle va pas dormir de la nuit. Hein. Ah. Là, elle est en train d'envoyer un message à mon père. Samuel il est en train de virer d'un mauvais coton, il est en train de mal tourner. Il y a un conseil de famille qui m'attend ce soir. Non. C'est vrai que dans ma famille, tout se sait. La moindre information circule en continu. C'est-à-dire, c'est une chaîne, c'est comme c'est BFM TV elle toute seule. Ah. Une fois, j'ai eu le malheur de dire à ma mère, une fille que je trouvais jolie dans la rue. Le soir même, elle était invitée pour Shabbat à la maison. C'était. Ah ouais. Donc je vais vous parler. J'ai envie de parler de la rencontre que vous avez eue avec votre femme parce que je sais que c'est une rencontre assez drôle. On peut le dire ou pas? Ouais. C'était sur un tournage. Vous voulez le. Ouais, c'est sur un tournage, oui. Et oui, comment bien vous sûr. étiez habillé? Elle Vous avez été direct, vous, Elle est alors là, costumière, et moi je suis acteur. Ouais. Donc quand vous rencontrez une costumière, vous êtes en slip. Hein. Voilà. Donc là, vous avez été direct. Mais quoi. c'est pas pour ça qu'on est tombé amoureux. Ah non. Moi, ah oui, Non, d'accord. c'est pour ça, Mais c'est c'est- une rencontre assez C'est- inhabituelle pour une première rencontre. C'est le travail, voilà. Voilà. Une costumière vous habille. Donc pour vous habiller, il faut que vous soyez au départ des Vous étiez en slip quoi, direct. Bah ouais, c'était ça. C'était une série qui s'appelait. Merde, ça s'appelait bien. Ça s'appelait bien. Vivement lundi. Ah, vivement lundi. Avec Bernard Ménez, avec plein de gens. Moi j'ai rencontré ma copine actuelle en Zoom, je sais pas si vous connaissez un peu c'est un effet positif du Ouais, Covid. faut pas me prendre pour un imbécile. Non, plus. non. Vous connaissez un peu le concept des cours en Zoom ou pas? Ouais. C'est un concept de cours où tu dors à distance. C'est incroyable, c'est incroyable. Et moi j'ai fait la même astuce que tous les élèves, j'éteins la caméra, l'audio, je fais une sieste avant la fin du cours et l'alarme elle sonne. Et quand l'alarme elle sonne, je me réveille. Et je dis au revoir madame, je fais mon faillot. Sauf que la dernière fois, l'alarme elle a pas sonné. Donc j'étais le dernier élève connecté au cours. Et la prof, j'entends dans mon sommeil, Bérébi, tu dors! Voilà comment j'ai été exclu de l'établissement. Donc, en tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de succès. Bah, c'est gentil, je vous remercie. Et merci Sam super. Bérébi, évidemment avec un Y, on le rappelle, hein, parce qu'on fait l'erreur sur les Ouais. réseaux sociaux. Vous m'engueulez à chaque fois, il faut dire les Je choses. suis gentil. On vous retrouve sur votre compte Instagram Sam Bérébi avec un Y bien sûr dans plusieurs comédie clubs parisiens. Est-ce qu'il y a des prochaines dates à annoncer Sam ou on reste vigilant sur les réseaux? Non, bien sûr, je joue lundi à la scène ouverte sur un bateau, si vous voulez venir. Ah, là, Très c'est bien, sur les quais. Sur les quais de Seine. J'ai créé moi une scène ouverte avec, c'est Ah ouais vrai, avec Danny Boone au Trévis.
Ah bah voilà, Trévis, On l'avait j'ai créé jamais en joué. 91. Mais ils ont fait toute leur. Le fil. Festival international d'expression artistique, Ils ont libre et désordonné. Ouais, on l'avait créé Gad avec. Elmaleh aussi, il a fait ses premiers pas là-bas au film. Qui ça? Gad Elmaleh, Danny Boone. Bah, ils sont tous venus. Il y avait Jamel, il y avait toute la bande. On les connaissait tous. Faut que j'aille jouer là-bas. Ouais, le Trévis, c'est super. Eh ben, Alors, je sais pas, le film en ce organisé. moment, je sais pas s'ils y sont, parce qu'avec l'explosion qu'il y a eu au Trévis, je sais pas s'ils sont pas décalés. Non, c'est toujours là-bas. C'est toujours là-bas. Ouais. On ira ensemble. Ouais. Eh bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup Sam Beribi. On se dit à la semaine prochaine évidemment sur Radio J. Et vous restez avec nous bien sûr encore dans 30 minutes. On est encore ensemble pour 30 minutes. Dans un instant, notre séquence tac au tac, les questions de nos auditeurs évidemment. Le jeudi, on pense à votre santé avec un autre missile. Le docteur Serge Rafal évidemment. Et notre expert Judith Cohen-Solal pour le portrait de notre invité. Mais tout de suite, la pause suivie du journal de l'info bien sûr. À tout à l'heure sur Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité aujourd'hui avec notre invité, le comédien Frédéric Bourali, pour la pièce Ave César au théâtre Rive Gauche du mardi au dimanche. Et c'est l'occasion de revenir quand même brièvement sur la pièce, évidemment avec vous Frédéric Bourali, où bien sûr il est question de Didier et Corinne, on l'a dit, mariés depuis 25 ans, qui tentent en tout cas pour Corinne de pimenter leur vie amoureuse endormie, raviver leur romance, la flamme lors d'un week-end dans un hôtel chic et branché. Et puis j'ai relevé quand même quelques petites phrases que je voulais donner. Aïe, aïe, aïe. Où elle dit je t'ai amené ici pour voir ce qu'il reste de nous, ce à quoi vous répondez-vous. Tu m'as amené ici pour divorcer, ce qu'il reste de nous, c'est nous. Aujourd'hui, tout est devenu jetable, époque de merde. Lui parle de ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont, les épreuves traversées, ce qui ne s'achète pas, les fondations, les murs en briques, le béton. Ce qui est quand même assez drôle pour lui qui est ingénieur, je crois, dans le BTP. Quand elle parle de fond, d'amour, de désir. Et alors, il lui dit, on est bien non, et lui répond, eh bien, ça te suffit. Et donc j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pensez intimement de ça, vous, Frédéric Bourali? En tout cas, quand on le joue avec Christelle tous les soirs, il n'y a pas, on le démarque depuis une semaine, mais même en répétition, il n'y a pas une seule fois. On n'a pas été effondrés tous les deux émotionnellement. Alors, effondré, non, parce qu'il faut bien maîtriser les choses quand même. On est là pour raconter une histoire au public. Mais émotionnellement, c'est très très fort. Ces moments-là dont vous parlez, à la pièce, c'est pas rien. Et visiblement, sur le public, ça réagit pas mal. Parce que les gens ont ri beaucoup au début. Ça rit beaucoup parce qu'à cause de ma maladresse, à cause des vacheries qu'on se lance, ça rit beaucoup. Mais à ce moment-là de la pièce, ce moment dont vous parlez, ça bascule dans un truc beaucoup plus... Mais c'est la vie. Mais c'est la vie. C'est-à-dire que dans une journée, dans un couple, on peut rire et puis la seconde d'après, on pleure et après on s'engueule. On se pleure, ouais, pourquoi pas d'ailleurs. On s'engueule et puis après on rit, c'est la vie. Et c'est exactement ça, cette pièce. Mais ça, c'est des mots. C'est facile à dire. Il faut savoir l'écrire. Et cet auteur-là a su écrire ça. C'est très rare. C'est très très rare. On est tous à la recherche en tant qu'artistes de ce genre de choses-là. C'est le faux côté. On croit que c'est du quotidien ce qui est écrit. On croit que c'est facile. Non, c'est à chaque fois, chaque mot est chargé de 25 ans de mariage. Et pour nous les acteurs, c'est merveilleux. C'est vertigineux parce que c'est pas rien. Mais c'est merveilleux. Et surtout quand on est en osmose comme ça, comme je le suis avec Christelle, qui est une actrice sublime. Vraiment sublime de vérité, elle est là. Je sais pas comment vous dire. Mais bien sûr. Elle est là. Non, mais vous êtes très ancrés tous les deux et honnêtement, c'est extrêmement joué. Et d'ailleurs, c'est. Je parle pas aussi... pour moi. Hein, non, mais il faut le dire quand même. Eric Logérias, qui a la mise en scène, vous a aussi choisi. Merci, pour Eric. Ces raisons-là, évidemment, parce qu'il a vu en lisant cette pièce, il a vu en vous et en tous les deux les acteurs pour pouvoir jouer cette dose d'humanité, pour pouvoir jouer le quotidien avec en même temps de la simplicité, de l'impudeur et aussi de la sincérité, ce qui n'est pas forcément donné à tous les acteurs. Et alors, je reviens aussi sur une autre citation, si je puis dire, une autre phrase qui est dite, c'est « Le sexe, c'est avant tout de la communication ». Est-ce que vous pensez quand même que l'on doit tout se dire quand on est en couple, garder sa part de mystère? Et pourquoi je vous pose cette question? Puisque l'on voit notamment que lorsque Corinne évoque son fantasme, elle pleine de désir, voire de trop d'imagination, c'est limite si ce n'est pas retenu contre elle. Oui, bien sûr, mais de toute façon, moi je ne suis pas psychologue, hein. Je suis un artiste, je suis Frédéric, je n'aurais pas la prétention de dire... Mais votre conviction intime sur cette question? Ma conviction intime, c'est qu'on ne peut pas tout se dire. Et que de toute façon, même
La parole, pour la parole, il faut une bouche, mais il faut aussi une oreille. C'est-à-dire qu'on peut dire, on peut avoir le désir de dire quelque chose à la femme qu'on aime, et qu'elle ne se soit pas entendue. Ou on peut avoir le désir de ne rien dire, et que ce soit très attendu. Ça, c'est Donc, une jolie je suis très conclusion. prudent sur la vérité de ce qu'on dit. Et alors la suite, on ne va pas la Ça dire, vaut pour tout le reste, d'ailleurs, Frédéric pas qu'en Bourali. amour, hein, ça vaut pour tout le reste. Évidemment, la suite de cette pièce, je pourrais en dire encore beaucoup. En tout cas, sachez que toutes les émotions sont là, qu'on parle du couple de fond en comble. Et puis, la fin est quand même hilarante. Voilà, je ne dis rien, je ne dis pas tout. On viendra vous voir, évidemment, Frédéric Bourali. Pour moi, c'est fait. La pièce Ave César Merci au beaucoup. Théâtre Rive Gauche. Tout de suite, on va passer à la séquence tac au tac, si vous le voulez bien. Oui. Le principe est simple, on va parler un De peu toute façon, j'ai d'amour. pas le choix, je suis là, hein, Et je suis voilà, obligé de rester. c'est donc voilà. obligatoire. On va 10 le faire, questions ouais. mais on peut On va ne y pas le passer. faire. On peut ne pas le faire. Très bien. 10 questions et 10 réponses courtes en 2-3 mots, c'est parti. La recette de l'amour, Frédéric Bourali. Le temps, Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment. la jeunesse. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Si vous voulez changer de peau, moi, demain, il n'y a que demain qui m'intéresse. Quel est le plus beau compliment que l'on puisse vous faire? Continue. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? J'ai pas fait assez pour de fou. De ce que j'ai fait de plus fou. Ah, c'est tellement prétentieux. Oui, je sais, moi, ce que j'ai fait de plus fou, je vais garder pour moi. Ok, Je sais ce mais il que y a j'ai fait. quelque chose. Ouais. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est? Fidélité. Vos 3 grands plaisirs du moment ou dans la vie? Les amis. Les amis, Bien, bah, donc, c'est pas 3. Les amis, les amis, les amis. Ouais. Ok. Votre surnom, Frédéric Bourali? Fred. Fred. Votre philosophie de vie? Ou connard. Une philosophie de vie. Le monde appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. Ça, c'est pour votre papa. Votre prochain rêve à accomplir? Demain. Le dernier mot, la dernière phrase que vous aimeriez prononcer? Encore. Encore. Et on continue encore avec vous, Frédéric Bourali, mais tout de suite, on va s'intéresser à votre santé avec le docteur Serge Raffal. Ah, il y a du taf. À votre santé. Et oui, on s'intéresse à votre santé, et c'est également le cas pour les auditeurs, et ça devrait vous intéresser grandement, Frédéric Bourali, puisque comme vous jouez cette pièce où les deux personnages tentent de pimenter et ranimer leur vie de ce couple un peu somnolente, eh bien Serge Raffal a décidé de nous parler aujourd'hui des aphrodisiaques. Ah, le Viagra. Autres filtres d'amour qui ont constitué eh bien, de tout temps ou plus ou moins d'efficacité. On va le voir, une solution pour déclencher et aiguiser le sentiment amoureux. Et on en parle avec vous, docteur Serge Raffal. Bonjour Cyrielle. Bonjour, c'est un plaisir de parler de ça. Eh bien oui, parce que c'est pas courant, c'est pas commun. Alors dites-nous tout. Voilà, Frédéric Bourali pensait immédiatement au Viagra, mais la période avant le Viagra... Ah, qu'est-ce qu'il y bien sûr, avait alors? C'est la plus importante. Le Viagra, c'est Non. 1998. Produit mis au point par les laboratoires Pfizer, qui ont commercialisé le Vaccin du Covid. contre l'ARN. Mais avant, vous voyez, donc depuis 25 ans, on a une solution qui est une solution efficace, au moins sur la performance. L'amour, c'est autre chose. Le Viagra est un produit qui permet simplement d'allonger la durée de l'érection. Il paraît. Uniquement. C'est un produit qui est très 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 utilisé à partir d'un certain âge, mais pas uniquement. En fait, on s'aperçoit que beaucoup de jeunes utilisent le Viagra pour améliorer leur performance sexuelle. Environ 40% l'utilisent dans ce but-là. Ah oui, 40%. Mais avant le Viagra, parce que moi je fais partie de l'ancienne génération, avant le Viagra, les solutions étaient quand même des solutions bien folkloriques. Des filtres d'amour? Les filtres d'amour... Qu'est-ce que c'est les filtres d'amour, docteur Serge Les filtres Raffal? d'amour, c'était essayer par tous les moyens d'augmenter le désir. On ne parlait même pas de performance, simplement d'augmenter le désir. Et là, dans les mélanges, c'est utilisé depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité. Le terme aphrodisiaque apparaît, lui, au XVIIIe siècle, évidemment par référence à Aphrodite, la déesse de l'amour. Et quand on regarde l'histoire des produits, l'histoire des mélanges, l'histoire des ingrédients, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de superstitions, il y a beaucoup de fantasmes. Et voilà, je vais vous citer quelques substances qu'on mettait dans ces filtres d'amour pour faire revenir l'être aimé ou pour augmenter son désir. Bien évidemment, référence aux animaux, aux organes d'animaux. Donc il y a souvent des extraits de taureaux, des extraits de coris,
des substances qui sont des substances végétales. Non, des substances animales, des extraits, la corne de rhinocéros, les bois de renne pilés, les défenses d'éléphants. Oui, on a exterminé. Ouais, c'est ça, les rhinocéros sont exterminés à cause de cette connerie. Uniquement pour la corne de récupérer rhinocéros. la corne qui n'a pas de gros effets. À côté de ça, il y a un certain nombre de plantes qui peuvent rappeler l'être humain par leurs racines. Je pense à la mandragore. Alors, l'histoire de la mandragore est assez amusante, parce que c'est une plante vraiment toxique. Donc on ne va pas l'ingérer. Et elle poussait sous des arbres sous lesquels on pendait de temps en temps quelques suppliciés. Et en fait, lors de la pendaison, il y a une éjaculation de sperme qui tombait sur ces plantes, sur ces racines de mandragore, et ça a donc augmenté, si vous voulez, l'attrait pour cette plante. Vous voyez on est sur une jolie superstition, là, quand même, docteur Serge Rafal. Alors après, il y a d'autres ingrédients. Il y a des épices, bien évidemment. Alors moi, je pense spontanément, je pense comme tous nos auditeurs, au gingembre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il y a le gingembre, il y a les épices qui vont stimuler, qui vont épicer le désir. Il n'y a pas que le gingembre. Le piment? Les piments, bien évidemment, la pimenter la relation amoureuse. Alors, il y a le safran, il y a des aliments chers. Là aussi, on retrouve le safran, probablement par son prix, le caviar, enfin certains mets qui sont des mets qui donnent de la valeur ajoutée. C'est tout ce qui est cher pour des érections, c'est pervers. Je vous dis qu'on était dans les solutions tout à fait folkloriques. Docteur Serge Rafal, au-delà de l'aspect gourou que vous évoquez, et en plus évidemment des épices et puis des plantes que l'on peut retrouver, est-ce que la solution la plus efficace, pour parler concrètement, c'est le Viagra? Le Viagra est évidemment une révolution, parce que avant 98, on a ces solutions-là, ou les injections intracaverneuses. Avant qu'on gagne la Coupe du Monde, en fait. Voilà, c'est facile à retenir, mais bien évidemment, c'est un produit qui a transformé l'approche qu'on peut avoir, des problèmes, des pannes sexuelles. Qui ne concerne que les hommes. Est-ce qu'il existe un Viagra pour les femmes? Non, il n'y a pas de Viagra pour les femmes. Alors, on a fantasmé dessus, on en a beaucoup parlé, mais je crois que on s'arrête chez les dames au lubrifiant. Il y a beaucoup d'amour, je crois que vous l'avez dit, Cyrielle, en début d'émission. Donc ça, c'est vraiment ça aide très, énormément, très important, évidemment. En conclusion, docteur Serge Rafal. En conclusion, la santé sexuelle, ça a longtemps été un tabou, et même là maintenant pour l'OMS, ça fait partie des critères de la santé tout court. Donc je pense qu'on a eu raison d'en dire un mot cet après-midi. Et peut-être que Frédéric Bourali a un secret à nous dévoiler. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Allez, on va poursuivre comme toujours à la fin de cette émission avec le portrait de notre invité sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées avec notre invité. Et tout de suite, c'est donc votre portrait, Frédéric Bourali, vu par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Frédéric Bourali. Bonjour. Vous avez raison de me dire bon courage, parce qu'en fait, vous vous livrez pas beaucoup. Donc moi, je pense que si on doit faire un portrait, ça s'appelle un portrait psychologique de vous, ça va être difficile. Pas très simple. Vous êtes bien caché quelque part, je ne sais pas. Ou alors justement pas caché. Mais alors on peut appeler ça de la pudeur aussi. C'est vrai, mais moi je dis ici, là, puisque la question est combien on se livre. Alors vous dites beaucoup de choses, mais vous vous livrez pas beaucoup. Voilà, je vais dire ça. Voilà. Et certainement c'est de la pudeur. Et d'ailleurs, j'ai remarqué après coup, je me suis dit que finalement, ce que vous dites pas de manière, on va dire, confidentielle, vous le dites certainement à travers vos personnages, à travers ce que vous jouez, puisque j'ai bien compris au fur et à mesure que vous avez un jeu très incarné. Donc je regarde Les Chers Voisins de temps en temps, c'est vrai que c'est comme ça. Scène de ménage. Scène de ménage, pardon. Et voilà, j'ai fait la bourde qu'il fallait pas, là, c'est ça. Non. Voilà, et surtout je regarde pas les autres. Parce que les autres, j'aime moins.
Donc voilà. Et je trouve que c'est marrant parce que finalement, c'est des personnages qu'on joue, on finit par être un petit peu, c'est ce que disait Cyrielle pendant l'émission. Est-ce que vous lui ressemblez pas à ce personnage ? Bien sûr, avec d'autres traits caricaturaux qui sont pas les vôtres, mais il y a quand même quelque chose. Cette vie depuis 25 ans avec une femme, là vous dites que ça fait 35 ans que vous êtes avec votre femme, donc vous êtes un homme fidèle. Là, vous jouez un autre personnage dans cette pièce de théâtre avec une question sur est-ce qu'il faut pimenter ou pas les rapports sexuels. Serge nous le disait, mais c'est aussi un petit peu ce qui se passe dans la série, justement. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de vous partout. Donc, vous livrez un peu de vous à travers ces personnages. Et puis, j'étais très touchée par la manière dont vous avez parlé de ce couple, justement, dans la pièce de théâtre. Fort de ses 25 ans, vieux de ses 25 ans, le vécu, la construction. Et là je vous ai vu vous animer et vraiment dire quelque chose de vous. Donc, je me suis dit, voilà, ça doit se passer comme ça. Puisque, d'un autre côté, quand vous êtes raconté, on pourrait dire que vous avez une grande carrière qui s'ancre comme ça dans le terroir. Vous avez parlé de tarte de pommes de terre, de coq au vin. Donc il y a un personnage comme ça d'un côté qui se met en avant, c'est l'acteur français, l'ami, le frère, celui qu'on pourrait rencontrer. Et je trouve que derrière ça, il y a beaucoup de subtilité. Et puis à travers le tac au tac, vous avez livré quand même un petit peu de vos inquiétudes ou de votre anxiété. Je ne sais pas, ça parle beaucoup de temps, de jeunesse. Enfin, tout tourne autour de ça. Là, c'était le projet, c'est vous demain. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire comme meilleur compliment ? C'est continue. Bon, j'avoue que, bien entendu, je suis curieuse, mais vous avez dit que vous étiez très discret. Donc, à moi non plus, vous n'allez pas dire ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un. J'ai fait beaucoup de trucs fous. Vous voulez pas nous en raconter un, au moins ? Non, mais... Non. Ah là là, ça tient. Eh bien, ça Non, restera secret. Mais non, c'est des preuves d'amour. Je vais pas vous raconter des preuves d'amour pour ma femme. Bon. Qu'est-ce que ça n'aura plus de valeur. Bon, en tout cas, on sait que c'est des choses que vous avez fait pour votre femme. Voilà. On a appris quelque chose. Ouais. Et puis alors, tout le monde ne vous voit pas bien qu'à ce podcast, mais vous êtes devenu tout rouge. Alors je comprends qu'en effet, il y a beaucoup de Il fidèles. m'est arrivé un truc merveilleux. Je connais ma femme depuis 35 ans et on s'est mariés il y a 7 ans seulement. Et ce que j'ai vécu là, c'était un moment très très fort, peut-être un des plus beaux moments de ma vie, hormis la naissance de mes enfants, ce qui est assez ce qu'on raconte tout le temps. Parce que justement, je me suis marié en présence de mes enfants qui étaient grands. Et c'est un ami à moi qui est maire du village. Et on avait... pourquoi je parle de ça ? Écoutez, vous voulez que je parle des choses personnelles ? On y va. Alors allons-y. Voilà. Il nous reste une minute. Voilà, allez-y. je fais vite. Et voilà, je me suis marié en présence de mon pote Gérard Hernandez. Que des amis, j'ai pas de famille, je sais... mais j'avais pas de famille, j'avais que des gens que j'aime. C'est pas dire que j'aime pas la famille, mais bref, des gens que j'aime très très proches, des gens qui nous connaissaient très proches, et c'était très chargé en émotions. Et là, je pense que j'ai révélé beaucoup de choses de moi à ce moment-là avec mes amis. De toute façon, je ne suis qu'un miroir de mes amis. Non, les gens que j'aime. Vous savez que nous sommes la somme des 6 personnes que nous côtoyons le plus. Ouais. Alors moi je dirais qu'ils le sont aussi, donc moi je dirais que vous n'êtes pas le miroir de vos amis, vous investissez beaucoup dans la relation, puisque vous avez dit d'ailleurs que la fidélité c'était la plus grande qualité, donc je vous imagine bien fidèle en amitié. Je pense que vous devez donner beaucoup de vous, comme vous donnez beaucoup de vous au public, et comme il y avait une petite question d'angoisse sur la question du temps et de l'âge, alors je me suis dit que vous nous aviez livré une petite recette de l'immortalité. Donc c'est cette manière justement de mettre beaucoup de bien ambitieux, ça. Dans les personnages, donc d'être dans la transmission, puisque finalement ce qui reste, c'est ce qu'on transmet. Exactement. Et je trouve que voilà, vous nous avez donné cette petite leçon, on la garde. C'est très gentil. Ce que vous dites là, vous avez bien fait de venir, vous. Merci beaucoup Judith Cohen-Cela, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J. Merci bien. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Super, merci. Merci beaucoup Frédéric Bourali, c'est la fin de cette émission avec vous. Merci. C'était super, j'ai pas vu le temps passer, formidable. Écoutez, j'en suis ravie et très heureuse. Frédéric Bourali, je rappelle, pour la pièce Ave César au Théâtre Rive Gauche depuis le 18 janvier, du mardi au samedi à 21h, les dimanches à 15h. Je sais que vous avez hâte de retourner sur scène ce soir. Alors comme on dit, bonne chance, bonne continuation. Et je dis à nos auditeurs de venir très nombreux pour venir voir des scènes de vie sur scène et pas que du théâtre. Merci beaucoup à la réalisation audio et vidéo Clément et Ethan Anoukaïef. On se donne rendez-vous lundi, déjà lundi
dès 15h avec l'auteur Adrien Racah pour une autre pièce, Suite Royale, qui démarre demain au Théâtre de la Madeleine. Et rendez-vous bien sûr ensemble, encore plus nombreux je l'espère. Merci encore et à tous et à toutes de nous suivre sur l'antenne de Radio J. Très bon week-end.